Donc, la dernière intervention de la matinée est donc confiée à notre collègue Jérôme Pouchol, donc, qui est directeur de la politique documentaire et des systèmes d'information du réseau des médiathèques Ouest-Provence. Comme les intervenants précédents, Jérôme est très impliqué dans les activités de formation professionnelle, puisqu'il intervient régulièrement dans des formations proposées par l'ENSIB ainsi que dans des formations proposées par Mediadis. Il est, je crois aussi, où il a été, mais il confirmera ou infirmera si c'est important, maître de conférence associé à l'université Grenoble-Alpes. Le titre de son intervention est Les enjeux d'une politique documentaire en réseau. Et c'est particulièrement important comme sujet pour notre réseau des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art, puisque, comme l'ont très bien rappelé à la fois David Bédon et Claire Nguyen, une politique documentaire ne se construit pas hors sol, hein, elle se construit bien sûr dans la prise en compte d'un contexte et d'un environnement d'autres bibliothèques. Donc, Jérôme va certainement orienter sa présentation sur le réseau de sa collectivité territoriale, mais sans la déflorer, je lui laisse tout de suite la parole. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et à tous et merci vraiment à l'INHA de son invitation à ces rencontres professionnelles sur un thème évidemment qui m'intéresse tout particulièrement. C'est pour moi un peu une gageure d'évoquer les enjeux d'une politique documentaire en réseau en 40 minutes, je crois, puisque c'est quelque chose que je développe en 12 heures habituellement, donc ce sera évidemment synthétique. N'hésitez pas évidemment à poser les questions utiles en fin d'intervention. En guise de préambule, je veux préciser que la politique documentaire est non seulement pour moi un sujet de réflexion, de recherche et d'enseignement, puisqu'effectivement j'ai cette casquette d'enseignant-formateur dans différents centres de formation, et non pas à Mediadis, mais à l'INET, à l'ENSIB et à Mediatron-Alpes notamment. Mais aussi, c'est aussi pour moi peut-être surtout une réalité de pratique que j'ai le plaisir d'exercer et de développer depuis près de 20 ans au sein du réseau intercommunal Ouest-Provence, contexte très intégré, très abouti en matière de transversalité, dont j'aurai l'occasion de présenter quelques éléments caractéristiques lors de ma communication. Je veux également vous faire part donc, de mon expérience de formateur. J'ai formé durant ces 20 dernières années plus de 3000 bibliothécaires travaillant dans des contextes très variés, ruraux, urbains, bibliothèques municipales, intercommunales, départementales, bibliothèques universitaires, réseau documentaire français à l'étranger également. Et quelles que soient ces réalités très diverses de contextes professionnels, je relève deux évolutions notables. La première évolution concerne les attentes des stagiaires en matière de formation aux politiques documentaires, alors que celles-ci ont été longtemps centrées sur des questions de catalogage et de désherbage, même si ça a été évoqué tout à l'heure, j'observe qu'elles sont beaucoup moins, elles mobilisent beaucoup moins l'attention aujourd'hui, les attentes des personnes qui se présentent en formation. Ce sont aujourd'hui les réalités de mise en réseau qui mobilisent très majoritairement les bibliothécaires et avec des attendus beaucoup plus larges que les seuls aspects techniques et de gestion habituellement adossés, associés aux politiques documentaires. Et évidemment que ces questions de mise en réseau, je vais en évoquer les raisons bien sûr, mais notons déjà que la réforme territoriale dont vous connaissez évidemment les réalités en France, avec notamment la loi NOTRe, invite de plus en plus, et c'est un mouvement vertueux, invite de plus en plus les communes à transférer leurs compétences aux intercommunalités, et notamment les compétences des bibliothèques. Le deuxième constat que je dresse, qui est corrélé au premier, concerne le cadre ou les situations de formation, à savoir que les commandes de formation s'appliquent de plus en plus à de l'intra, visant à accompagner la mise en œuvre d'une politique documentaire dans un contexte donné, en permettant d'associer
de manière synchrone, simultanée, l'ensemble des acteurs de la chaîne documentaire de l'établissement. Et ces sollicitations de formation Poldoc en intra disent à elles seules, ces sollicitations qui sont exponentielles, disent à elles seules à quel point la politique documentaire n'est plus seulement en quelque sorte un supplément d'âme professionnelle, mais bien un levier indispensable pour le développement en réseau des bibliothèques et centres de documentation. Le périmètre de mon propos sera celui de la lecture publique et de son contexte territorial, mais les enjeux de mutualisation, sur les plans aussi bien organisationnels que techniques, financiers ou humains, sont, à mon sens, au moins en partie transposables à tout type d'établissement documentaire, alors différentes échelles de regroupement ou de degrés de mutualisation. Et donc, pour illustrer un certain nombre d'éléments caractéristiques d'une politique documentaire tout à la fois raisonnée et réseautée, je présenterai le contexte d'établissement dans lequel je travaille. Alors, commençons par observer que la première mention d'un réseau national de bibliothèques apparaît en 1791 dans les 5 mémoires sur l'instruction publique de Condorcet. Je vous laisse donc lire cette formulation qui est très éloquente. Voilà, on voit donc dans ces propos que sont déjà appréhendés des enjeux de cartographie documentaire en 1791 au sein des territoires, mais également, dans une certaine mesure, une visée de rationalisation de la dépense publique. Au-delà même du contexte des bibliothèques, qu'est désigne maintenant formellement le terme réseau. Alors, le réseau, c'est tout d'abord un système explicitement, formellement organisé de relations et qui s'oppose en ce sens à un réseau que l'on pourrait qualifié d'informel. C'est un système organisé de relations entre des acteurs travaillant en réseau et non seulement dans un réseau. Car travailler en réseau induit une relation de coopération et non seulement de communication ou d'échange, fût-il régulier et de qualité. Des acteurs travaillant en réseau situés à distance, notons que ce n'est pas tant la distance géographique, même si des limites restent à poser en termes de taille critique, restent à poser en la matière. Donc ce n'est pas tant la distance géographique qui peut être un frein à la mutualisation que plutôt la distance institutionnelle liée à la culture de travail, la culture de gouvernance, au processus de décision, à la taille administrative, je dirais, de la structure. Situés à distance, échangeant entre eux des ressources variées, ressources matérielles, documentaires, bien sûr, financières, logistiques, techniques, humaines. Concernant la Poldoc, le minimum minimorum est celui de la mutualisation, bien sûr, du catalogue. Et le maximum serait la mise en œuvre d'une politique documentaire unique et transversale sur l'ensemble du réseau, une politique documentaire dite intégrée. Et bien sûr qu'il peut y avoir entre ces deux écarts types plusieurs niveaux et étapes dans la construction et le développement d'un réseau documentaire. L'objectif, bien sûr, principal d'une mise en réseau est bien de coproduire de la valeur ajoutée, soit d'obtenir par le travail en réseau des résultats que l'on n'aurait pas pu obtenir individuellement ou par la simple juxtaposition de ressources. On retrouve là le principe de subsidiarité qui est celui des intercommunalités. Et nous verrons que cette valeur ajoutée s'applique à la fois aux services dits en front office, donc valeur ajoutée pour la population desservie, et en back office, valeur ajoutée pour l'organisation et ses acteurs travaillant en réseau. Enfin, ces objectifs, pour terminer sur cette définition du réseau, ces objectifs de valeur ajoutée sont évidemment motivés par des réalités et des enjeux multiples, lutte contre l'illettrisme, inclusion numérique, réussite scolaire et universitaire, insertion sociale et professionnelle, aménagement culturel du territoire.
notamment. Alors avant de considérer les atouts d'une politique documentaire en réseau, voyons très sommairement, bien sûr, quelles sont les réalités d'implantation de la lecture publique en France. On sait aujourd'hui que la France peut se prévaloir, et c'est exceptionnel, hein, il n'y a pas l'équivalent en Europe, d'un réseau de plus de 7700 bibliothèques et 8800 points d'accès aux livres, ce qui permet à 89%, donc la moyenne des Français qui résident dans une collectivité offrant l'accès à au moins un lieu de lecture. 91% des usagers des bibliothèques mettent moins de 20 minutes pour se rendre à leur bibliothèque. Donc ce maillage d'équipement constitue déjà en soi un capital très important qui fait de la lecture publique le premier réseau culturel de France. Mais cette couverture de territoire, en termes d'équipement, cache, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, ce sont les propos de Bernard Latarjet que vous lisez là, car cache une très grande inéquité en termes de services, car les murs ne suffisent pas à satisfaire la population dans la grande diversité de ses besoins. Ces deux clichés montrent à quel point l'usager ne dispose pas des mêmes droits culturels s'il fréquente la bibliothèque d'une petite commune rurale, faiblement pourvue en budget d'acquisition, en budget, en espace, en moyens humains. Donc s'il fréquente la bibliothèque d'une petite commune rurale ou celle d'une agglomération, comme vous voyez, qui proposerait une médiathèque très moderne, dite troisième lieu. Nous verrons que justement que la mécanique mutualiste, rendue possible par l'intercommunalité, est seule en capacité de dépasser un seuil critique permettant des marges de manœuvre que n'ont plus les communes aujourd'hui. On retrouve là encore le principe de subsidiarité propre à l'intercommunalité. Ajoutons la concurrence du web, qui est devenu le média privilégié de l'accès à l'information et à la connaissance pour une grande partie de la population. Et face à ce géant informationnel disponible en tout lieu et à tout instant, il faut une force de frappe, désormais très conséquente en termes de collection et de services documentaires, en termes d'offres numériques également, une force de frappe que seul un réseau peut offrir en mutualisant l'ensemble de ses ressources, et ce, de manière raisonnée et optimale. Alors, posons maintenant la focale sur les enjeux proprement dits d'une politique documentaire, en commençant par rappeler, même si mes collègues précédemment, David et Claire l'ont évoqué, par rappeler très rapidement quels sont les marqueurs d'une politique documentaire tout court, avant d'être une politique documentaire raisonnée, réseautée. Déjà, qu'est-ce qu'une politique documentaire raisonnée? Selon moi, c'est, de manière très synthétique, d'abord un dispositif qui s'inscrit en dur dans l'organigramme de l'établissement, soit une direction qui croisera tout à la fois le vertical et l'horizontal en désignant une personne responsable de la Poldoc. Comme l'a dit Claire, effectivement, on voit de plus en plus des fiches de poste, des appels à candidature sur des postes de responsable ou de direction de la politique documentaire. Donc une personne qui sera ainsi reconnue pour ses compétences scientifiques, bien sûr, autant que pour son habileté managériale, parce qu'il faut beaucoup d'habileté pour orchestrer la politique documentaire. Dans un cadre de réseau, les pratiques de travail ne seront de surcroît efficaces et durables que si elles sont orchestrées par des instances de décision et de suivi dûment formalisées et identifiées par tous. Donc l'organigramme de l'établissement devra traduire cette réalité de pilotage transversal. Deuxième prérequis d'une politique documentaire, un périmètre d'action qui ne se limite pas aux pratiques d'acquisition et de désherbage. La politique documentaire doit, selon moi, reposer sur 4 jambes, que sont la sélection intégrant la notion d'acquisition. Je précise qu'il s'agit là de capturer un contenu de connaissances qui ne passe pas uniquement par l'acquisition
lorsqu'on sélectionne par exemple des sites web, on s'abonne à des ressources numériques, on n'achète pas le site web. Donc la notion de sélection pour moi, non seulement elle intègre la notion de veille, ce qui précède la capture, mais elle intègre également la notion d'acquisition. Pour ce qui me concerne, dans notre réseau, le mot acquéreur, par exemple, est un mot interdit. On n'a pas le droit de prononcer parce qu'effectivement, il réduit considérablement cet éventail de fonctions, cet éventail d'activités et de missions qui est celui de la politique documentaire. Donc, sélection, production de contenu, gestion, il y a une dimension de gestion. Le métier de bibliothécaire et celui qui est en charge des collections n'est pas seulement un intello, c'est aussi un gestionnaire de sa collection. Et bien sûr, très très important, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions au sein du groupe de recherche scientifique Poldoc entre Thierry Giappiconi, Bertrand Calange et moi-même, la question de la médiation, qui a été peu abordée en fait donc de manière native dans la réflexion sur les politiques documentaires et qui pour moi est un élément très important de la politique documentaire. Justement, en termes notamment de production de contenu et de médiation numérique, je défends le principe que ce sont bien aux personnes en charge des collections, en charge des contenus, d'être les acteurs privilégiés, non pas exclusifs, mais privilégiés du développement numérique. Il n'y a pas d'un côté les geeks qui s'occupent du numérique et de l'autre côté les bibliothécaires qui s'occupent de leurs bouquins. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont en charge des collections, que j'appelle moi responsables documentaires, sont véritablement en capacité de rentrer dans les contenus et ainsi de transposer ce savoir dans le monde du numérique. C'est bien, par exemple, aux responsables du domaine langue de produire une cytothèque de langue, et non pas un responsable des cytothèques, de produire des coups de cœur, des critiques, de produire un dossier documentaire sur les langues, ou encore, bien sûr, de choisir les ressources d'abonnement numérique, je pense par exemple à 6000 en ligne, dans ce domaine dont il a la charge. C'est là la condition sine qua non d'une qualité d'hybridation des collections. Donc c'est bien le primat du contenu sur le contenant. Corollaire de ce principe, la politique documentaire doit s'appuyer sur des acteurs dont les fonctions et les compétences sont spécialisées et formellement transférables. Pour moi, il y a quatre types d'acteurs de la Poldoc. Donc celui du chef d'orchestre, directeur, directrice, responsable de la Poldoc, le responsable de département, considérant qu'aujourd'hui c'est le modèle d'agencement des collections dans l'espace dominant, la notion de département thématique, celui qui est en charge du circuit du document, et enfin pour moi la cheville ouvrière du dispositif de politique documentaire, le responsable documentaire. Donc, il est très important que des fiches de poste spécifiques détaillant les missions, activités et compétences requises soient formalisées, soient établies pour chacun de ces acteurs. Enfin, ne l'oublions pas, la Poldoc est nécessairement subordonnée, et là je m'accorde bien sûr à ce qu'ont dit mes deux collègues précédemment, subordonnée à un cadre méthodologique, à des outils de pilotage, à des outils de suivi, à des outils d'évaluation, tout en rappelant, très important, que ces outils ne sont pas une fin en soi, qu'ils n'ont de sens, ces outils, que s'ils soutiennent la réflexion, s'ils soutiennent la décision, s'ils soutiennent l'action. Pensons à la formule de Richelieu, la méthode ne vaut que par l'exécution, ou dans un autre style, celle de Thierry Giappiconi, du scientifique, pas du scientifique. Voyons maintenant quelles sont les principales valeurs ajoutées d'une politique documentaire en réseau que je qualifierais de politique documentaire augmentée. Quand on parle de l'homme augmenté, il y a effectivement des poldoqueux ou des poldoqueuses augmentées dès lors qu'il ou elle travaille en réseau. Donc, voyons quels sont les différents atouts, les différentes valeurs ajoutées que je vais ici décrire. Premier avantage atout d'une politique en réseau, ils sont d'ordre quantitatif et qualitatif. Et de ce point de vue, le circuit du document est sans doute le service qui gagne le plus à être centralisé.
parce qu'il optimise, en qualité comme en quantité, les opérations de catalogage, de bulletinage et d'équipement des documents. Il est donc de ce point de vue primordial qu'un tel service, qui s'inscrit dans la chaîne globale de l'activité documentaire, soit placé sous le giron de la politique documentaire de l'établissement. Voici l'exemple de mon réseau, celui de la médiathèque intercommunale Ouest-Provence. Vous voyez que donc, ce qui est entouré en rouge, ce sont les sept sites du réseau. Donc, ce réseau se situe à l'ouest de Marseille, à l'ouest de l'Étang-Berre plus précisément. Donc, le service commun, comme vous le voyez, est implanté à Miramas, non pas dans l'esprit d'une tête de réseau, puisque nous sommes un réseau véritablement transversal, hein, chaque site a la même importance, mais parce que Miramas est un équipement surnormé, il fait un peu plus de 4000 m² pour 22 000 habitants, et donc il peut à ce titre accueillir les services communs du réseau, notamment le circuit technique du document. Donc concrètement, les nouveautés, je ne sais pas si on voit la flèche, donc les nouveautés sont réceptionnées à Miramas, quels que soient les supports, pour être cataloguées et équipées. Et ensuite, elles sont livrées sur le réseau, quotidiennement par la navette, hein, qui fait le tour du réseau, pour approvisionner donc les différents sites en nouveautés, en même temps qu'elle assure la circulation des réservations des documents sur le réseau. Alors nous sommes sans doute nombreux ici à avoir consacré beaucoup de temps à la rédaction de cahiers des charges, à la description des besoins, à l'analyse des offres. Et dans le domaine documentaire, ce ne sont pas les marchés qui manquent. Là encore, le bénéfice de la mutualisation est évident, hein, dans le cadre d'un réseau, en termes bien sûr de temps consacré à cet exercice, mais aussi en termes d'économie d'échelle. Hein. Donc il n'y a pas 7 bibliothèques qui chacune vont lancer un appel d'offres et rédiger un cahier des charges, hein, et tout cela évidemment est mutualisé. Sur la question des économies d'échelle, sur lesquelles je reviendrai peut-être en conclusion, je vais prendre l'exemple d'Assimil en ligne. C'est un abonnement auquel nous souscrivons donc pour un bassin de 100 000 habitants. Hein, c'est le bassin que couvre le bassin Ouest-Provence, environ 100 000 habitants. Nous payons pour cet abonnement environ 7 500 € par an d'abonnement. Si la bibliothèque de Cornillon, je reviens pour vous montrer la petite bibliothèque de Cornillon, vous voyez qui est ici, c'est un très très joli village pour bobos qui domine les petites Alpilles. C'est vraiment un lieu merveilleux. Si vous y passez, je vous invite à visiter cette bibliothèque qui est très très belle. Bon, c'est un village de 1200 habitants. Si Cornillon sortait du réseau, ce que je ne souhaite évidemment pas, eh bien, la bibliothèque devrait s'acquitter de 4 000 € annuels pour, vous voyez, 1200 habitants, alors qu'on paye 7 500 € pour 100 000 habitants. Donc, autant dire que cette bibliothèque ne pourrait pas proposer cette ressource numérique, pourtant extrêmement plébiscitée par la population. Autre gage d'efficience que la mise en commun bien sûr des ressources logicielles, une bibliothèque petite ou moyenne pouvant difficilement investir du capital humain sur l'administration et le développement des logiciels documentaires, je pense bien sûr au SIGB et au CMS, les deux briques logicielles importantes du système d'information documentaire, eh bien, comme elle peut difficilement évidemment mobiliser un webmaster ou un informaticien, elle va généralement laisser la DSI, la direction des services informatiques, prendre la main sur ces outils qui sont pourtant devenus hautement stratégiques pour la bibliothèque en termes tant de production de services à distance que d'identité numérique institutionnelle. Le SID est donc, selon moi, une composante essentielle de la politique documentaire dans sa capacité à intégrer le développement des technologies numériques au service de la gestion et de la médiation des ressources documentaires. Je n'ai malheureusement pas le temps d'illustrer mon propos en vous présentant notamment le dispositif en réseau que j'ai mis en place à la MIOP en faveur du développement communautaire du logiciel COA, qui effectivement est un projet que j'ai eu le plaisir de conduire pendant plusieurs années. Je continue d'administrer le logiciel COA et nous continuons d'être coproducteurs ou cofinanceurs, co-développeurs du développement du logiciel COA au niveau de la communauté internationale.
Et là encore, c'est la force de frappe du réseau qui a pu nous permettre de nous lancer dans ce projet, extrêmement vertueux à mon sens. Autre bénéfice, autre valeur ajoutée et non des moindres d'une politique documentaire en réseau, celle de la montée en compétence des acteurs documentaires. Ce mouvement vertueux n'est évidemment pas automatique, mais le cadre même d'un contexte de travail plus large, plus diversifié, plus ouvert, plus circulant qui caractérise un mode d'organisation en réseau, a fortiori si celui-ci est totalement transversal, ce cadre est en soi moteur pour une construction plus dynamique des compétences. Notez bien que chaque bibliothécaire qui travaille au sein de notre réseau a la possibilité chaque année de changer de décor, changer de bibliothèque, changer de population, changer de collègues, tout en restant dans le réseau. Et ça, c'est une opportunité formidable pour voilà, revitaliser régulièrement son outil de travail et son environnement de travail. Donc ça n'a que des aspects positifs. Je voudrais mettre à nouveau l'accent d'ailleurs sur l'atout de la formation en intra de ce point de vue, car un projet de PolDoc en réseau requiert une harmonisation à minima des niveaux de qualification de l'ensemble des personnes impliquées dans le projet de PolDoc. Et cette exigence de qualification s'applique à la fois à des activités de gestion de projet, management transversal, pilotage budgétaire, mais aussi à des ressorts plus spécifiques à la PolDoc, veille informationnelle, production de contenu, recherche documentaire, évaluation statistique, désherbage, transition bibliographique. Dans le cadre d'une formation en extra, il faudrait des années pour que tous ces professionnels du réseau soient ainsi simultanément formés à ces différents outils et pratiques documentaires. Comme je le disais, donc, la propriété d'une organisation en réseau ne fait pas tout. La montée en compétence sera aussi conditionnée par un certain nombre de dispositions, sinon le principe de co-travail établi et appliqué par la direction de l'établissement. L'édification d'une organisation apprenante va dans ce sens en permettant à chacun des acteurs de produire et de transférer du savoir professionnel. Voici les principes qui régissent la fonction de responsable documentaire au sein de mon réseau. Si un responsable documentaire gère la collection dont il a la charge en transversalité, soit sur les 7 sites du réseau, un responsable du domaine ROC va gérer la collection ROC sur l'ensemble des 7 médiathèques du réseau. Et bien donc, il ne peut exercer cette gouvernance, cette responsabilité documentaire au-delà de 4 à 5 ans maximum, parce que j'ai pu constater dans le cas de mon expérience professionnelle, mais alors surtout de formateur, que très rapidement, au bout, en gros, on va dire de 4 ans, les collègues font en quelque sorte pipi aux 4 coins de leur collection, de leur budget, de leur étagère, de leur domaine, et après c'est très difficile effectivement de passer la main. Donc ça c'est un principe qui est posé dès le départ par la direction de la politique documentaire. Donc les collègues savent qu'au bout de 4 à 5 ans, ils doivent passer la main. Et ce principe donc, de rotation s'applique bien sûr au sein du département documentaire dans lequel le collègue travaille. Si il est responsable du domaine ROC, il ne passe pas du ROC à la philosophie puisqu'il travaille au sein du pôle ou du département art, musique, cinéma. Il peut passer du ROC à la musique classique, au jazz, à la chanson française ou au cinéma. Donc, sauf s'il souhaite changer de département, auquel cas il va changer de sphère documentaire et là il peut éventuellement passer responsable du domaine philosophie. Vous imaginez bien pour que la condition pour que cette rotation s'effectue, c'est le transfert d'un outil. Et c'est pourquoi j'ai élaboré la fiche domaine que je présenterai rapidement, très rapidement. Mais donc là, il y a évidemment passage d'un relais avec des orientations, des objectifs, toute une construction de la collection qui est établie par écrit. Je précise également que tout nouveau responsable documentaire, si on n'a pas encore été responsable documentaire, on doit passer par la case apprenti responsable documentaire. Donc soit un tutorat d'1 an
qui va être exercé par un responsable documentaire patenté et très expérimenté, qui a eu plusieurs domaines. Et ce tuteur va former l'apprenti aux outils méthodologiques. Il ne va pas former l'apprenti au contenu, mais aux outils méthodologiques permettant donc de gérer une collection dans sa durée. Chaque responsable documentaire doit également disposer du conseil d'un expert extérieur. Claire en a un peu parlé. Ça fait aussi partie, c'est pas un supplément d'âme, ça fait partie de la fiche de poste. Le collègue qui est responsable documentaire doit effectivement être en contact avec un expert extérieur, qui peut être un professeur d'histoire, par exemple, du réseau, qui peut être un musicien, qui peut être son neveu qui fait une licence de droit, etc. Donc, ce qui est important, là, c'est une expertise qui s'exerce à titre consultatif, puisque le bibliothécaire ou le médiathécaire n'est pas un expert de son domaine. De surcroît, s'il y a effectivement cette rotation qui s'effectue. Il doit également disposer faire appel à un alter ego dans la profession en charge du même domaine de contenu. Donc, si je suis, par exemple, responsable du domaine BD, je suis en contact avec un responsable du domaine BD qui travaille à Nantes, Strasbourg, Paris ou je ne sais où je suis responsable du domaine art plastique et je suis en contact avec le responsable du domaine art plastique des bibliothèques d'histoire de l'art, par exemple, et donc on échange nos fiches domaines, on échange nos questionnements, nos interrogations sur la gestion de la collection. Voilà l'arbre des domaines de l'AMIOP. Donc, soit 52 domaines qui sont pilotés par des responsables documentaires. Au nombre, actuellement, ils sont 40 responsables documentaires. Donc, certains ont deux domaines à leur charge. Et pour chacun de ces domaines, notez bien, il y a bien sûr une fiche domaine très complète, qui est donc, comme le rappelait Claire, le vade-mecum du responsable documentaire. Donc voilà, très rapidement, c'est très frustrant pour moi de vous présenter cette fiche domaine en quelques secondes. Donc elle a été conçue, je l'ai conçue en 2001, constatant qu'il n'y avait pas d'outils dans le métier de ce type pour piloter un domaine documentaire. Je l'avais présenté en 2003 lors des journées d'études Paul Doc. Donc c'est un outil qui est mis à jour chaque année, qui est archivé. Donc si vous récupérez le domaine géographie par exemple, eh bien vous avez 20 ans, en gros 20 fiches domaines, chaque fiche domaine étant annualisée, d'antériorité de travail et de gestion sur la collection géographie. Donc vous voyez que il y a donc un certain nombre de rubriques, de chapitres, parmi lesquels les chartes documentaires. Donc vous voyez que la charte documentaire, là, il s'agit bien de la charte documentaire d'un domaine. Charte documentaire rock, philosophie, géographie, album jeunesse, etc. Et non pas la charte générale des collections, qui permet véritablement d'offrir un cadre très précis et très spécialisé sur les grandes orientations de développement de la collection. Voilà, je n'ai pas le temps de détailler ces différents chapitres. Peut-être que je vais évoquer quand même très rapidement la charte documentaire en vous montrant quelques exemples. Donc, la charte documentaire, très rapidement, c'est un document éminemment synthétique et à valeur contractuelle, très important. C'est le seul, d'ailleurs, document qui est présenté sur le portail documentaire de l'AMIOP, donc qui est visible par les usagers, par le public, et qui même s'inscrit dans le workflow des suggestions d'achat. Alors que lorsqu'il y a une réponse négative à une suggestion d'achat, on invite par SMS et par mail le suggérant à consulter la charte documentaire. Et donc, il y a des consultations assez fréquentes de nos chartes documentaires, parce que précisément, elles sont spécialisées. Donc, c'est effectivement un outil de mise en forme du sens. Bien sûr que cela n'évoque pas que des éléments de gestion, mais surtout les questions de cœur de collection, pour qui s'adresse cette collection et quels sont les différents niveaux de collection. Et la charte, bien sûr, dit à la fois les inclusions, mais aussi les exclusions, ce qu'il n'y aura pas dans la collection. Voici donc deux exemples.
J'ai choisi l'exemple de la vie politique. Vous imaginez bien, là j'ai mis en exergue en orange les éléments saillants. Les chartes documentaires sont établies selon un canevas que j'ai évidemment relativement imposé aux rédacteurs pour qu'il y ait à chaque fois une structure, mais ensuite la rédaction est éminemment personnelle et donc c'est très intéressant. Je vous invite à lire l'ensemble des chartes, très intéressant parce que effectivement la manière de présenter sa collection est différente selon les responsables documentaires. Voilà, donc vous aurez l'occasion, par exemple, pour la vie politique, d'observer que la question du pluralisme, par exemple, est une question éminemment importante en politique documentaire et qu'elle permet, le cas échéant, de répondre négativement à une suggestion d'achat. Donc, lorsque je réalise des formations, je donne des exemples d'échanges avec des usagers qui insistent un peu plus sur leur volonté d'acquisition d'un ouvrage qui ne répond pas, qui contrevient aux questions de pluralisme. Autre exemple que cette charte, j'ai choisi celle-ci parce que c'est la toute dernière. Et donc, il y avait bien sûr nous avons une charte cinéma et les séries télé étaient intégrées dans le cinéma. Mais c'est devenu tellement évidemment important, une collection importante en volume, en budget, mais également bien sûr en termes de contenu, puisqu'il y a toute une histoire bien sûr de ce genre que sont les séries. Et donc, le collègue, j'ai donc invité un collègue qui était en charge de séries télé à faire une formation à Paris. Donc, pendant une semaine, il a vu des séries avec une maîtresse de conférence spécialisée en séries télé. Et il est revenu, il a élaboré sa charte et donc toute une fiche domaine est consacrée aux séries télé. Voilà, et vous avez donc accès, là on est sur le site de la MIOP, vous avez donc accès aux 52 chartes qui sont diffusées sur le portail public de la MIOP. Et donc vous pourrez donc, si ça vous intéresse, si vous avez peut-être des difficultés d'endormissement le soir, lire les 52 chartes de la MIOP du portail. Et la fiche domaine, je précise que sur le blog Bambou, puisque j'anime donc un blog qui s'appelle Bambou, qui est un blog qui avoisine maintenant les 400 000 visites. Alors, ça dit aussi l'attente de la profession en matière de politique documentaire. Et sur ce blog, en fait, je diffuse énormément de documents, de schémas d'organisation, de documents de travail, tels que les fiches domaines de la MIOP, qui sont en partie diffusées. Je ne les diffuse pas toutes. Je les égrène progressivement. Mais donc, il y a un onglet Poldoc que vous pourrez visiter et qui comprend énormément de documents de travail et de réflexion sur les politiques documentaires. Donc je continue sur les valeurs ajoutées de la Poldoc tout en regardant l'heure. Donc, troisième enjeu que celui de la maximisation des services. Le plus quantitatif, c'est bien sûr la mutualisation du catalogue. Donc, notez bien qu'évidemment, l'augmentation volumétrique que permet la mise en réseau, la mutualisation du catalogue, permet de dépasser des seuils de collection qui sont ceux d'une bibliothèque communale petite ou moyenne et qui ne répondent plus aux besoins documentaires de la population. Si on reprend l'exemple de la médiathèque de Cornillon, que j'évoquais tout à l'heure, qui dessert 1200 habitants, eh bien, dont le fond, en quelque sorte, ce documentaire est passé de 4000 documents à 220 000 documents. C'est-à-dire que les usagers savent très bien que même si physiquement le fond de la médiathèque de Cornillon est constitué de 4000 documents, ils ont réellement accès aujourd'hui à 220 000 documents. Et ils en usent et ils en abusent et ils ont bien raison. Je rappelle le principe de Morse que vous connaissez, selon lequel plus un document circule, plus il a de chances de l'être à nouveau. Le contexte d'un réseau est de ce point de vue évidemment une valeur ajoutée incontestable qui augmente la visibilité des documents qui circulent quotidiennement sur le réseau au moyen de la navette dont voici l'activité de service. Donc, cette navette circule en étoile quotidiennement et elle assure une livraison en 24-48 heures maximum d'un ouvrage qui a été réservé
par un usager du réseau, quel que soit son lieu de résidence. Sur les 500 000 prêts que nous réalisons annuellement, 90 000 prêts passent par la réservation. Donc ça montre à quel point, effectivement, le catalogue en réseau est utilisé, est exploité par l'ensemble des usagers. Là, vous voyez donc l'utilisation du logiciel Koa et Bokeh pour la réservation des documents. Donc l'usager peut réserver un document sur réseau et choisit bien sûr son lieu de retrait et il le rend sur le lieu de là aussi de son choix, et c'est nous qui évidemment faisons déplacer le document jusqu'à son lieu d'affectation, d'attribution. Donc c'est bien le document qui se déplace vers l'usager au sein du réseau et non pas l'usager qui se déplace vers le document. Et je ne parle pas des services de portage à domicile. Le plus quantitatif, c'est aussi bien sûr la bibliothèque numérique qui, avec la situation de confinement, a bénéficié et continue de bénéficier d'une audience considérable, plus 150% de consultations dans notre réseau, et ce dans tous les domaines, auto-formation, presse en ligne, cinéma, musique en ligne, bande dessinée, etc. Là encore, très important, c'est la mutualisation des moyens budgétaires, mais également des outils d'indexation et de diffusion à distance qui permet d'offrir ce capital, ce vivier de ressources en ligne que constitue la bibliothèque numérique. Une bibliothèque, petite ou moyenne seule, n'a pas les moyens financiers, mais aussi les moyens humains de proposer un tel capital de ressources en ligne. Concernant la production manufacturée de contenu, donc ce que j'appelle production manufacturée de contenu, c'est ce qui est donc produit par les bibliothécaires, les bibliographies bien sûr, les critiques, qu'on appelle plus communément les coups de cœur, les dossiers documentaires numériques. Et donc concernant cette production, le surcroît mutualiste joue également en faveur de ces ressources qui, là, en atteignant une masse critique suffisante, gagnent en visibilité auprès des utilisateurs du portail documentaire. Donc, j'ai malheureusement pas le temps de vous présenter l'exemple des dossiers, mais effectivement, pour répondre à la question préalable posée par un auditeur ou une auditrice tout à l'heure, les dossiers font partie de la Poldoc puisque ce sont des documents produits par la bibliothèque et au sein de la MIOP, dans la fiche de poste, le responsable documentaire doit produire au moins un dossier par an. Donc, ça fait vraiment partie de ces fonctions, de ces activités que la production de contenu, au même titre que les bibliographies ou les critiques. La mutualisation en réseau de ressources, c'est un plus bien sûr qualitatif en termes très importants de largeur et de profondeur de l'offre, de mission, de notion de mission cardinale d'une politique documentaire, cette question de la largeur et de la profondeur de l'offre. La largeur est en quelque sorte supportée par le réseau. La largeur, c'est l'arbre de la connaissance qui peut se déployer d'autant plus ses branches que le réseau est étendu. Et la profondeur de l'offre, c'est ce qui permet à chaque site de contextualiser les sujets ou niveau de collection selon les besoins, donc en adéquation avec les besoins de la population. Je vais prendre l'exemple de la MIOP. Eh bien, nous avons au nord du réseau, près de Miramas, une école d'élèves infirmières. Eh bien, la collection en santé à Miramas va jusqu'au niveau 5, nous, niveau licence, alors qu'on n'atteint pas ce niveau sur les autres sites. Autre exemple, on a une communauté manouche très importante à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le fonds Jazz Manouche est plus important à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc, vous voyez qu'on travaille, le réseau permet à la fois une largeur de l'offre, donc une diversité des sujets, et en même temps une profondeur, là où effectivement les besoins sont spécifiques, sont exprimés. Autre exemple que le service de suggestion d'achat, qui en étant mutualisé, devient un service extrêmement sollicité par les adhérents du réseau. À la MIOP, ce sont plus de 2000 suggestions d'achat annuelles qui sont ainsi gérées par les responsables documentaires du réseau à distance, avec un workflow de traitement de ces demandes et de communication à l'usager
qui n'a pas d'équivalent en France, j'ose le dire, et je regrette vraiment de ne pouvoir avoir le temps de vous présenter en détail ce service. Autre exemple d'attractivité d'une collection développée et accessible en réseau, que celle de l'Artothèque de la Myope, qui permet à tout adhérent, vous savez qu'il existe une petite vingtaine d'artothèques en France, celle de la Myope est une des plus importantes, donc qui permet à un adhérent d'emprunter pendant 3 mois, gracieusement, une œuvre d'art, au même titre que tout autre document, qu'il aura choisi parmi les 2200 œuvres d'art qui composent le catalogue. Là encore, c'est le réseau qui offre les conditions d'une visibilité sur tout un territoire, en l'occurrence d'une collection très spécialisée et de grande qualité qu'est la collection de l'Artothèque, donc qui comprend aussi bien des œuvres uniques. Nous avons Bacon, Alechinsky, voilà, des œuvres importantes, mais aussi bien sûr des multiples. Et donc, je pourrais vous montrer les œuvres que j'ai chez moi. Là, je suis chez moi et j'ai en permanence des œuvres de l'Artothèque qui sont présentes et j'ai quelquefois du mal à les rendre, hein, mais c'est vraiment un service d'une très très grande valeur. Voilà. Enfin, donc, je voudrais évoquer, avant d'arriver à la conclusion, dans le plus qualitatif, c'est un des plus beaux projets que j'ai eu le plaisir de pouvoir conduire et qui montre là aussi la force de frappe, je dirais, d'une politique documentaire en réseau. Sont les plateformes numériques manufacturées qui peuvent être développées. Nous, on a plusieurs plateformes. Il y a une plateforme consacrée, par exemple, à un fonds patrimonial, une plateforme sur les playlists, une plateforme sur l'auto-formation, etc. Mais vous montrez très rapidement l'espace numérique jeunesse. Vous savez qu'il existe beaucoup de rubriques kids dans les pays anglo-saxons. En France, il y a 4 ou 5 maximum espaces jeunesse numériques. Eh bien, voici donc celui de la Myope qui a été l'objet d'un projet collectif au niveau du réseau avec tous les collègues bibliothécaires des pôles jeunesse. On a fait appel, et c'est aussi la qualité de ce projet, à Ilia Green, qui est une illustratrice d'albums jeunesse, qui a dessiné pour nous cet espace numérique. Donc nous avons les droits sur sa production. Donc là, vous voyez, on est en page d'accueil. Et puis si j'active les différents thèmes, vous arrivez donc sur ces graphismes qui sont très beaux, très, très, très intemporels. Voilà, explorer le monde, sortir, bricoler, jouer. Et si vous activez l'un des sujets, on arrive en fait à un domaine documentaire, par exemple art plastique au hasard. Et on a 4 cartouches de couleurs qui ont été choisies aussi par Ilia Green. Donc vous avez en haut à gauche la cytothèque, les nouveautés et coups de cœur, les magazines en art plastique, les rendez-vous à la médiathèque sur ces questions. Et si vous cliquez sur le petit lapin, vous entrez en contact avec la responsable du domaine art plastique. Voilà. Et vous avez également les top 5 annuels. Hein. C'est une sélection qu'on fait chaque année, qui se fait là en ce moment. Les 20 000 adhérents du réseau vont recevoir un SMS de notre part leur disant les top 5 annuels sont publiés, c'est-à-dire en fait, je demande chaque année, en fin d'année, à l'ensemble des responsables documentaires de retirer 5 pépites, les 5 pépites dans leur domaine, à titre totalement subjectif. Et évidemment que c'est un outil de valorisation, de promotion des collections très, très, très important. Voilà, donc un très beau projet qui montre là aussi la force de frappe du réseau. En conclusion, parce que je vois qu'Anne regarde l'horaire, je finis donc sur ces éléments de conclusion. Donc en conclusion ou en synthèse, donc voici quelles sont à mon sens je dirais les conditions d'une politique documentaire mutualisée réussie. Tout d'abord, c'est un mandat clair qui doit être confié au pilote de la politique documentaire par la direction du réseau, d'autant plus clair si ce pilote n'a pas l'autorité hiérarchique pour mettre en œuvre les conditions d'un changement de système, car avec la mise en réseau, c'est l'ensemble de la chaîne documentaire qui doit être ainsi refondue, reconfigurée et réinvestie par ses acteurs à tous les niveaux d'activité et de compétences. C'est un élément très très important que cette question du média confié
du mandat confié par la direction à ce chef d'orchestre qui est le responsable de la politique documentaire. C'est aussi un plan d'action à plusieurs étapes. La première consistant à présenter le projet et ses attendus à tous les acteurs concernés ou susceptibles d'être mobilisés. C'est là la condition de l'adhésion collective au projet de politique documentaire en réseau. Le plan, c'est aussi celui de la formation permanente des acteurs documentaires, une formation à visée qualifiante qui ajoute la maîtrise à la compréhension du projet. Et enfin, le plan, c'est un calendrier de mise en œuvre qui pose des balises dans le temps, qui structure à la fois les différentes étapes du projet et détermine son caractère irréversible. Le pragmatisme imposant bien souvent un écart important entre les ambitions initiales et la réalité, l'organisation doit favoriser, en complément de ces complaisantes très structurelles, une approche agile et itérative de la mutualisation permettant aux équipes d'ajuster leur comportement aux contraintes du temps et des moyens. Donc l'organisation en réseau n'est pas la même qu'une organisation en monostructure, hein. Elle doit être effectivement rendre compte de cette réalité de réseau, notamment en fonctionnant de manière très transversale. Enfin, le levier de l'accompagnement méthodologique, celui des outils de formalisation que j'ai évoqués, outils de suivi, de contractualisation, d'évaluation, qui n'ont donc d'utilité et de sens que s'ils favorisent une harmonisation des processus de travail et servent utilement la mécanique mutualiste. L'accompagnement managérial est aussi déterminant, qui doit à mon sens s'appuyer sur une double éthique professionnelle, celle de la conviction et celle de la facilitation. Le manager, selon moi, est avant tout un facilitateur. Comme toute organisation, comme dans toute organisation évolutive de surcroît, il y a potentiellement des champs de tension, des points de vigilance à observer. Sous couvert de rationalisation et d'optimisation, la mise en réseau peut conduire à une certaine forme de standardisation de l'offre et un éloignement du local, des spécificités, des particularités de contexte. N'oublions pas que dans politique documentaire, il y a le mot politique, soit la mission de servir le citoyen dans la diversité de ses profils et de ses besoins. Penser global et agir local, c'est le principe cardinal qui doit guider la mise en œuvre d'une politique documentaire en réseau. La question du nombre d'établissements et du périmètre géographique est déterminante. Mon expérience de praticien et de formateur me conduit à penser qu'au-delà de 10 communes, donc de 10 équipements, 10 établissements, la mise en œuvre d'une politique documentaire intégrée devient très difficile, sinon inapplicable, et ce sans compter bien sûr les contraintes logistiques liées à la circulation des documents en réseau. Au final, j'affirme qu'une politique documentaire en réseau, a fortiori si celle-ci est intégrée, présente de formidables avancées, de formidables atouts, mais la question des économies d'échelle n'est pas l'atout que je retiendrai. D'autant que ces économies d'échelle, pensons par exemple au service commun, hein, la mutualisation du circuit technique du document. Ces économies d'échelle engagées par la mécanique mutualiste sont généralement compensées par la production de nouveaux services. Donc au final, je dirais que c'est un jeu à somme positive parce que la valeur ajoutée est avant tout humaine. C'est avant tout celui d'un capital de compétences qui est incontestablement accru et enrichi par la pratique de la mutualisation et par un rapport non plus possédant, mais circulant à son outil et à son environnement de travail. Je confie les derniers mots à Eugène Morel, qui avait déjà, dès 1909, imaginé des services à distance où les documents circulent plutôt que les usagers. Merci Jérôme, merci pour cette intervention. Alors, j'avais juste une petite question. Alors, depuis quand existe le blog Bambou? Quand il a été créé? Alors, il a été créé de mémoire, je crois, en 2008.
En 2008. Et il a effectivement une fréquence d'audience très soutenue, même si j'ai beaucoup moins de temps qu'avant, bien sûr, comme beaucoup hein, pour les blogueurs, de publier des billets. Donc, je me contente surtout de diffuser des documents de travail et d'accompagner la réflexion sur les politiques documentaires. Voilà. Juste deux petites voilà, commentaires de nos Je crois qu'Anne est... J'ai l'impression que... Oui, j'ai l'impression qu'on a perdu, j'ai l'impression qu'on a perdu Anne Cardinal. Alors, je vais essayer de prendre le relais rapidement en consultant le chat. On a une question donc d'une participante qui s'interroge sur les rapports, on va dire, entre la politique documentaire en réseau et la conservation partagée. Elle ne le formule pas exactement comme ça, mais si vous voulez réagir sur ce point, Jérôme. Oui, alors c'est vrai que la conservation partagée concerne un peu moins les bibliothèques publiques. Ceci dit, il y a, par exemple, dans notre territoire à Marseille, une conservation partagée sur les documents jeunesse. Donc, nous participons à ce travail, mais je pars du principe qu'une bibliothèque publique doit proposer des collections en libre accès, qu'il n'y a pas de magasin à rotation lente, semi-rapide, il n'y a pas de logique de conservation, sauf si la bibliothèque publique souhaite développer un fonds patrimonial local, ce qui est le cas d'ailleurs chez nous au sein du réseau. Mais dans le cadre, par contre, du désherbage, il est évidemment très important de considérer si des documents un peu spécialisés, voire précieux, ne pourraient pas intéresser telle ou telle bibliothèque spécialisée et donc voilà, participer d'une certaine forme de conservation partagée. D'accord, je vois pas d'autres questions sur le chat YouTube. Beaucoup de remerciements pour votre intervention. En revanche, Jérôme, donc je vous fais part. On a pris un peu de retard dans le déroulé de la journée. Je vous propose donc qu'on prenne le temps d'une pause déjeuner et peut-être qu'on reporte de 15 minutes la reprise d'antenne, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, qu'on se retrouve ici à 14 heures précises et non pas 13h45 pour ceux d'entre vous qui sont non pas installés dans leur salon ou dans leur chambre et qui vont rejoindre la cuisine. Pour ceux d'entre vous qui sont dans leur bureau et qui ont besoin d'aller chercher quelque chose pour déjeuner. Donc, on se donne 1h15 de pause. Voilà. Difficile de voir l'assentiment général, mais j'imagine, comme tous les jours, que tout le monde a faim à l'heure qu'il est. Donc, on se dit à tout à l'heure. J'invite les intervenants à bien couper caméra et micro parce que le son, notamment, va rester affiché sur la chaîne YouTube. Donc, si vous souhaitez qu'on ne profite pas de vos conversations privées, il est plus prudent de couper le micro ainsi que la caméra. À tout à l'heure.